Du grand journal. Anna Rocha. À la une, le F24 vers un nouveau cap. La plateforme annonce plusieurs actions pour la libération de l'opposant Ousmane Sonko et des autres détenus dits politiques. Mobilisation nationale et internationale dès demain samedi. L'État du Sénégal se constitue partie civile dans l'affaire Ousmane Sonko. Les avocats de l'État tiennent l'opposant politique pour responsable des dégâts enregistrés lors des différentes manifestations qui ont secoué le pays depuis 2021. Comment cela va se faire? Mohamed Ali Mouba nous dit tout dans cette édition. L'affaire du vol de bétail à Goudomp, l'imam Ratib de Manékounda et le président du comité de vigilance sont libres. L'imam a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Georges Détié-Diop. Juste après lui, les sports avec Cher Tidiane Diagne et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba en fin d'édition. Point de vue sur les effondrements fréquents de bâtiments au Sénégal. Quelle solution? On en parle aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. L'affaire avait fait grand bruit à Goudomp, un vol de bétail qui a mal tourné au début du mois de juillet dernier. L'imam de Manékounda et le président du comité de vigilance contre le vol de bétail sont désormais libres après plusieurs semaines en détention. L'imam Aliou Kandé a été tout de même condamné à 2 mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA. Le maire de Sibanding Balante salue cette décision de justice. Famara Kalbert Mané demande par ailleurs à l'État de renforcer les bases militaires le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le voici avec Bakary Konté. Tout le monde a salué ce dénouement heureux. Le droit a été dit. Nos 2 détenus vont recouvrir leur liberté. Il s'agit donc de Serafin Mané et l'imam Aliou Kandé qui est donc condamné à 2 mois de sursis et une amende de 50 000 francs et l'autre a été purement et simplement relaxé. Nous remercions le Tout-Puissant en tout cas qui nous a permis d'arriver à ce point. Et maintenant, je pense que la question du vol de bétail est une question vraiment très cruciale. Vous savez que l'État du Sénégal a pris les dispositions déjà au niveau des lois. Le plus important et l'alerte qu'il faut donner, c'est qu'aujourd'hui les populations du Balantacounda sont vraiment fatiguées. Ils en ont vraiment marre, ces voleurs-là. Ils viennent aux heures de crime. Ils viennent lors des cérémonies, quand il y a une cérémonie dans le village, ou bien à des heures tardives dans la nuit, avec des armes pour venir vraiment faire du bruit dans le village, prendre les bœufs. Nous sommes impuissants face à ces gens-là et ils prennent la fuite pour retourner en Guinée-Bissau. Et je pense que cela doit vraiment cesser. Maintenant, nous, en tant qu'autorité locale, nous demandons au ministre de l'élevage, quand même au moins de faire une visite dans le département de Goudomp. Il n'a qu'à venir ici dans le département de Goudomp s'enquérir de la situation. La zone transfrontalière est une zone poreuse. Les gens entrent comme ils veulent. Nous demandons en tout cas à la partie sénégalaise vraiment de renforcer surtout la sécurité pour vraiment dissuader les voleurs. RFM, la radio de toute l'actualité. Le F24 décline un nouveau plan d'action. La plateforme se fixe comme objectif la libération d'Ousmane Sonko et de tous les autres détenus considérés comme détenus politiques. Une mobilisation nationale et internationale est prévue demain 26 août. Le F24 décide également de saisir les chefs religieux du pays. Compte rendu de leur conférence de presse tenue ce matin avec Koumba Sandiane Faye. 1061 prisonniers et 10 politiques recensés par le mouvement F24 entre les événements de mars 2021 à nos jours. Le mouvement s'érige un nouveau plan d'action. Le point sera fait chaque vendredi sur la situation de ces détenus dits politiques. Mamadou Lamine Dianté et de F24. Le Sénégal compte au moins 1061 détenus politiques, 1061 familles innocentes qu'on mobilise autour des prisons pour des délits fallacieux. Et c'est pourquoi F24 a élaboré un plan d'action qui va être exécuté afin d'exiger la libération immédiate et sans condition de tous ces détenus politiques qui ont été arbitrairement embastillés sur la base de charges fabriquées de toutes pièces et en violation des droits élémentaires. Ils sont nombreux, ceux qui ont été blessés ou torturés, ceux qui auraient dû être jugés
en flagrant délit et pour lesquels on a abusivement ouvert une information judiciaire. Pour Fatou Blondé Diop, l'heure est à la mobilisation pour la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Le mouvement Dignette à son exclusion des listes électorales. La dissolution du parti PASTEF, la radiation de son président des listes électorales en violation flagrante de ses droits et des lois de notre pays indique sans embâche que si on laisse faire, le régime de Macky Sall ne reculera devant rien pour s'imposer et se maintenir durablement au pouvoir. F24 salue l'initiative Chemin de la libération et compte saisir les chefs religieux et ambassadeurs pour que Ousmane Sonko et tout autre détenu dit politique soient libérés. Koumba Sandiane Faye dans l'affaire Ousmane Sonko, toujours, c'est clair maintenant, l'État du Sénégal va se constituer partie civile. Les avocats veulent obtenir des réparations après les manifestations et la dégradation des biens publics. Ils tiennent Ousmane Sonko pour seul responsable de ces dégradations. Comment tout cela se fera? Quelle est la procédure? Mohamed Ali Mouba nous dit tout. Pour déposer plainte avec constitution de partie civile, vous devez avoir personnellement subi un préjudice causé par l'infraction. Ce préjudice peut être moral, corporel ou matériel. Dans le cadre des dernières casses opérées pendant les manifestations, il faut que l'État du Sénégal démontre avoir subi un préjudice. Maître Aboubakri Barou, avocat au barreau. Dans le cadre d'un procès pénal, on permet à chacune des parties l'accusation composée par le procureur de la République ainsi que la partie demanderesse, la partie civile, qui est soutenue par le procureur de la République, qui a compétence ou en tout cas qualité à demander une condamnation pénale. Mais pour ce qui est des intérêts civils, il appartient seulement et exclusivement à la partie civile de faire cette demande de constitution de partie civile. D'ailleurs, je rappelle que c'est prévu par l'article 2 du Code de procédure pénale qui dit ceci: l'action civile en réparation des dommages et par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert des dommages directement causés par l'infraction. Autre écueil, rattacher l'infraction à la personne incriminée. En l'occurrence ici, Ousmane Sonko et compagnie, démontrer que son appel à l'insurrection présumée est bien la cause des soulèvements. S'il est reconnu coupable, Sonko a l'obligation de payer les dommages et intérêts fixés par le juge, contrainte par corps au maximum généralement. Cela veut dire que lorsque le prévenu qui a été condamné et qui est exécuté n'arrive pas à solder le montant de la condamnation, la créance, eh bien le huissier poursuivant peut dresser ce que l'on appelle un PV de carence qui prouve que la personne condamnée n'est pas en mesure d'honorer la créance, de payer le montant pour lequel elle a été condamnée. À partir de ce PV de carence, l'huissier peut remettre ça à l'avocat de la partie civile qui, à son tour, peut engager la procédure de la contrainte par corps au maximum. Alors, qui est en général fixé pour 2 ans ferme. À partir de ce moment, et pour que la personne condamnée puisse quand même être libre, eh bien, il va falloir que son avocat ou elle-même puisse introduire une procédure de référé pénal, et au cours de laquelle il propose, ou en tout cas d'accord partie, de payer la créance selon un échéancier. À défaut de quoi, elle est gardée en prison pour la durée de la contrainte par corps au maximum. Le montant des dommages alloués est fixé par le juge de manière raisonnable. Montant alloué en fonction des éléments versés dans le dossier par l'accusation qui doit montrer l'ampleur du préjudice subi, preuve à l'appui. Mohamed Ali Mouba, le président du comité sénégalais des droits de l'homme, se prononce sur l'interdiction des ONG d'effectuer des visites dans les prisons. Selon Maître Papsen, il faut préciser que les visites sont réglementées et seul l'Observatoire national des lieux de privation de liberté est habilité à faire des visites inopinées dans les prisons. Maître Papsen, interrogé tout à l'heure par Salimata Aou. Mais tout d'abord, je voulais préciser que je ne peux pas, en l'état actuel, confirmer cette information relative à l'interdiction des ONG de procéder à des visites de prison pour la bonne et simple raison qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas à ma disposition une note ou bien un communiqué émanant de la Direction générale de l'administration pénitentiaire ou du ministère de la Justice. Ce que je voulais préciser, c'est que pour faire des visites de prison dans notre pays, les visites de prison dans notre pays sont réglementées. Et pour ce qui concerne les structures qui évoluent dans le domaine des droits de l'homme,
à part l'Observateur national des lieux de privation de liberté, qui est le mécanisme national de prévention de la torture, à part cette structure, aucune autre structure n'a un pouvoir inopiné pour faire des visites de prison. Il n'y a que l'Observateur national des lieux de privation de liberté à qui la loi donne la possibilité de faire des visites inopinées au niveau des prisons et des lieux de garde à vue. C'est-à-dire, à tout moment, ce mécanisme peut se déployer dans les prisons et dans les lieux de garde à vue pour procéder donc à des visites. Mais à part ce mécanisme, même le Comité sénégalais des droits de l'homme que je dirige et qui est une institution créée par l'État, les ONG également, ne peuvent faire des visites de prison que si et seulement si il y a une autorisation préalable de l'autorité compétente, à savoir la direction de l'administration pénitentiaire. Il est 12h11 sur RFM. Les membres du Parti démocratique sénégalais du département de Keur-Massar sont remontés contre leur chargé des structures du parti. Ils accusent Saliou Dieng de vouloir dissoudre les bureaux politiques déjà installés à Keur-Massar Sud, Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. Une situation qu'ils déplorent et comptent d'ailleurs saisir leur leader, Maître Abdoulaye Wade. Ces membres du PDS ont organisé un rassemblement ce matin à Keur-Massar. Voici l'un d'eux, Oumar Diallo, le secrétaire général section PDS de Yeumbeul Nord, au micro d'Amina Taba. Nous sommes réunis aujourd'hui ici à Keur-Massar concernant les communes Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Keur-Massar Sud pour dénoncer ensemble un fait inédit dans le parti. Parce qu'il s'agit d'un détournement de voix. On pouvait même le considérer comme un délit politique. Et l'auteur de ce délit-là n'est autre personne que M. Saliou Dieng et sa bande. Il s'agit tout simplement de détournement de voix. En faisant comment? En procédant à des changements unilatéraux. C'est lui et sa bande qui se sont rétractés dans leur bureau. Donc, ils ont mis en place une machine de destruction pour certains responsables qui émanent des communes que je viens de citer. Il a retouché toutes les 3 sections. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il est venu à Yeumbeul Nord, le secrétariat général, donc il l'a retiré de nos mains pour mettre son élément. Il est parti aussi à Yeumbeul Sud, donc il a retiré le poste de secrétaire général. Au niveau de Yeumbeul Sud, également, il a retiré le poste de président, il a laissé là-bas le secrétaire général. En quelque sorte, il veut créer ce qu'on appelle une sorte de guerre interne même dans les communes. Voilà pourquoi nous interpellons le parti pour ces agissements-là, parce qu'il est le chargé des structures du parti. Peut-être c'est ce pouvoir-là qu'il veut user, mais ça ne marchera pas dans le département de Keur-Massar. Le président Abdoulaye Wade, il sera saisi, Inch'Allah. Le président Karim Meïssa Wade, il sera saisi. La situation du parti, le PDS, est également très tendue à Thiès, en cause le renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais. Reportage à Thiès, Cheikh Anta Diop. Au moment où les militants du PDS s'apprêtent à accueillir Karim Wade, à Thiès, on assiste depuis un certain temps à une levée de voix de certains responsables du PDS de Thiès pour dénoncer la manière dont les renouvellements des instances ont été effectués. Viendiaï. Nous, section communale de Thiès-Est, Thiès-Ouest, soutenue par la section communale de Thiès-Nord, exprimons ici notre rejet total des bureaux de section communale, qui de manière arbitraire et sans fondement de droit ont été mis en place par M. Saliou Dieng et ses acolytes. La décision cavalière d'écarter tous les responsables historiques du parti à Thiès, qui ont maintenant allumé le flambeau jusqu'à présent, procède d'une volonté à peine déguisée de saper les bases de notre unité. Devant cette donne, les libéraux envisagent de faire face au responsable national chargé des renouvellements. Pape Moussa Diop, responsable des anciens du PDS à Thiès. Qu'il sache que les bureaux qu'il a créés là, qu'il a fabriqués le dimanche passé, 30 jours après que le commissaire ait adopté nos bureaux, nous les rejetons. Nous ne les reconnaîtrons pas. Que ceux qui sont dans ces bureaux, qui sont déjà investis dans nos bureaux, parce qu'ils ont assumé des responsabilités, sachent qu'ils perdent leur temps. Ils ne sont secrétaires généraux de rien. Selon ces libéraux, la seule bataille qui vaille, c'est de massifier le PDS avant l'élection présidentielle de 2024. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Merci d'écouter le grand journal sur RFM Mathias sur la 102.5. Il est 12h15. RFM 94.0, la radio en puissance.
Les travailleurs des collectivités territoriales bouclent aujourd'hui une grève de 96 heures. Ce mot d'ordre sera renouvelé jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Ces travailleurs déplorent aussi la sortie du ministre du Travail qui a fustigé leur mouvement de grève. Écoutons Ndiaga Diop, porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales avec Elhadj Ndiogou Diène. Nous venons de terminer 96 heures de grève ce vendredi. Donc, nous allons vers une évaluation lundi prochain. Et nous comptons vraiment remettre les 96 heures parce que déjà, c'était prévu dans le plan d'action que toutes les semaines, on va décréter 96 heures. Donc, voilà, c'est sûr qu'avec l'intersyndicale, on va décréter encore 96 heures de grève pour la semaine prochaine. Donc, voilà, nous n'allons pas lâcher prise jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. Donc, concernant le ministre du Travail, nous avons écouté sa déclaration. Bon, il est dans son rôle et on ne va pas se laisser divertir, donc n'est-ce pas Nous allons continuer vraiment notre plan d'action jusqu'à satisfaction parce que voilà, nous sommes dans nos droits. Je rappelle que les travailleurs des collectivités territoriales réclament notamment l'application de l'augmentation des salaires décidée par l'État. Les nombreuses modifications et retouches sauvages sur certains bâtiments, on en parle. Ils ne sont pas souvent sans conséquences et selon des Dakarois interrogés ce matin, cela peut causer des accidents comme des effondrements de dalles puisque bien souvent les normes ne sont pas respectées. Un reportage signé Nafissatou Silla. Un frère, il vient, il construit une chambre ou bien une toilette et un autre frère vient pour faire la même chose. Le principal motif pour certaines modifications ou autres extensions, c'est selon ce monsieur, ce qui se passe très souvent. Djibril alayhi salam, Koulibaly. Mais bon, on sait qu'il y a tout le temps des conséquences qui sont parfois même terribles. Parce que même il y a des maisons qui se sont construites à la base de rez-de-chaussée seulement. Maintenant, au fur du temps, la maison, elle se délappe. Au fur du temps, elle perd, sa ténacité. Des extensions sauvages, sans plan ni autorisation, un accident peut vite survenir. Ibou Dieng, maçon de son état, fait les dernières retouches sur ce bâtiment flambant neuf à la zone B-Ballon. L'homme a lui souvent été confronté à l'entêtement de plusieurs propriétaires pour ce qui concerne des modifications sur les bâtisses. Nous ne faisons que notre travail et nous ne sommes pas responsables de quoi que ce soit. Parfois les clients sont têtus. L'essentiel pour moi, c'est que le matériel doit être de très bonne qualité. Cora et lui foncièrement contre ces rafistolages. Pour lui, l'État doit sévir pendant qu'il est temps. Pour moi, il faut tout contrôler. L'État doit intervenir avec de lourdes sanctions pour démotiver les gens pour des modifications et extensions sauvages. Dans de nombreuses maisons, les plans ne sont même pas aux normes. Pourtant, l'État du Sénégal est bien clair. Il faut nécessairement un permis de construire. Il est exigé pour tout travaux neufs de construction, mais aussi de toute modification, extérieure comme intérieure. On reparle du sujet tout à l'heure dans la rubrique Point de vue à 12h35. Rendez-vous également cet après-midi à 17h15 dans Ecodev avec Abdoulaye Cissé et son invité Ali Diouf, l'ingénieur multidisciplinaire et puis directeur général de la Société de services d'inspection et de conseil. La campagne agricole 2023, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal donne des assurances. Les cultures de mil, de maïs et d'arachide progressent malgré le manque d'eau. Écoutons le porte-parole du CNCR, Sidiba, avec Fatoumbo à Kaolack. Nous avons des pluies quand même assez régulières et qui sont bien réparties dans le temps et dans l'espace. Et nous assistons à un développement végétatif satisfaisant des plantes, que ce soit pour le mil qui a commencé à épier, que ce soit pour l'arachide, période commencer à faire des fleurs et période de euphorisation. Et le riz aussi, les gens sont en train de le sarcler. Et pour le maïs aussi, ça se développe correctement. Et nous touchons du bas, comme je l'ai dit tantôt, et prions que les choses continuent ainsi. Manque d'eau, bon, on l'a pas constaté. Je pense qu'on avait constaté un manque d'eau au niveau des zones nord, zone d'Urbel-Douga, mais pour la région de Kaolack, honnêtement, bon, on ne me l'a pas signalé. Peut-être
peut-être c'est des pauses d'une semaine, 10 jours, et là c'est gérable et nous avons des spéculations qui peuvent supporter ce stress. Ce qu'on se donne aux producteurs en tant qu'acteurs, c'est de continuer à entretenir les champs, à les rendre beaucoup plus propres, que ce soit pour l'arachide, que ce soit pour les milles. Et nous touchons du bois pour que le maïs ne soit pas attaqué par la chenille légionnaire. Et là aussi, c'est des dégâts importants qu'on note. Et nous attendons. RFM. L'actualité internationale. À midi, passé de 21 minutes, Georges Détié-Diop nous a rejoint. Bonjour Georges. Bonjour Anna. Le Niger autorise les troupes du Mali et du Burkina Faso à entrer sur son territoire en cas d'attaque. Bamako et Ouaga l'ont fait savoir hier dans un communiqué conjoint. Signe possible selon Reuters de la volonté nigérienne de continuer à résister aux attaques régionales. Salimata Aou. Toute escalade risque de déstabiliser davantage la région déchirée par l'insurrection, car les voisins du Niger, dirigés par la junte, le Mali et le Burkina Faso ont déclaré qu'ils soutiendraient le Niger dans tout conflit avec la CEDEAO. Hier jeudi, les ministres des Affaires étrangères des trois alliés ont déclaré qu'ils s'étaient rencontrés à Niamey, la capitale nigérienne, pour discuter du renforcement de la coopération en matière de sécurité et d'autres questions communes. Dans un communiqué, les ministres se sont félicités de la signature par le chef de la junte nigérienne, le général Abdurrahman Tiani, de 2 arrêtés autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur le territoire nigérien en cas d'attaque. Le communiqué indique que les ministres burkinabés et maliens ont réitéré le rejet d'une intervention armée contre le peuple nigérien qui serait considérée comme une déclaration de guerre. La CEDEAO tente de négocier avec les putschistes, mais avertit qu'elle était prête à envoyer des troupes au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel si les efforts diplomatiques échouent. Sur un total de 200... On va au Mali, oui, Georges. Plusieurs partis politiques sont favorables à une prorogation de la transition de 3 à 18 mois. Dans le cadre du suivi et de l'évaluation du chronogramme des élections, le gouvernement avait saisi les chefs de parti pour recueillir leurs avis, suggestions et propositions sur ce qui reste du processus électoral. Et la prorogation de la transition vient en tête dans le document de synthèse. Zanga Abdoulaye Ouattara. Sur un total de 291 présidents de partis politiques, 81 ont fait des propositions au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sur la suite du processus électoral, notamment le séquençage des scrutins, une consultation motivée par le léger retard pris dans l'exécution du chronogramme dû au décalage de l'élection référendaire. Le document de synthèse des réponses retient 17 propositions parmi lesquelles 5 principales tendances. En tête, 15 partis sont favorables à la prolongation du délai de la transition de 3 à 18 mois afin de bien organiser les élections à venir. La deuxième tendance demande le respect du chronogramme adopté par le gouvernement. La troisième proposition est formulée par 12 partis qui demandent le respect de la date de l'élection présidentielle prévue pour le 24 février 2024 et découple les élections communales et législatives. L'avant-dernière, organiser les élections en 2024 lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Elle est soutenue par 9 partis. La dernière principale tendance propose d'organiser les élections législatives en premier lieu, ensuite à l'élection présidentielle. Et les futures autorités organiseront les autres scrutins. Elle est formulée par 8 autres. Ces 5 importantes propositions cumulent 58 réponses sur les 81. Dans le chronogramme adopté par le gouvernement, les élections communales devaient se tenir en juin 2023, les législatives en octobre 2023. Le scrutin de la présidentielle devant mettre fin à la transition est prévu pour février 2024. Au regard des différentes concertations entamées par le gouvernement, une prorogation se dessine. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Au Mali, toujours l'annulation des vols d'Air France. Les passagers dans tous leurs états, certains peinent à avoir un autre billet pour retourner en France. Ils invitent les autorités à prendre des dispositions pour leur permettre de retourner en France au risque de perdre leur emploi. Quelques réactions au micro de Zanga Abdoulaye Ouattara. Je dois aller depuis le 7, je suis là pour l'instant. Mon séjour il se termine le 30, le vol il est annulé quoi. C'est un peu compliqué ici en ce moment, on est là depuis ce matin, tout le monde est tendu, il n'y a
pas trop d'informations qui sont données. Mais pour le moment, on est dans l'attente et on espère qu'on pourra avoir un billet d'avion pour qu'on puisse tous rentrer sains et saufs à la maison. On est dehors, tous ici, on se regarde tous dans les yeux. Moi, je suis venu lundi. Là, ils ont dormi ici et nous, on est venus ce matin encore une fois. Bon, les billets d'avion annulés depuis jeudi. Je vais reprendre le poste de nuit à partir d'aujourd'hui. Je perds mes journées de nuit, ma semaine. Perturber tout le monde, tous les passagers, leur travail. C'est l'inconvénient des annulations d'Air France. Les États-Unis, Georges, sanctionnent 6 personnes pour leur rôle présumé dans le conflit à l'est du Congo. 6 membres des forces armées ou milices congolaises et rwandaises. Dans un communiqué, le département du Trésor américain déclare que parmi ces personnes figurent un officier supérieur congolais et un rwandais ainsi que 4 membres supérieurs de groupes armés rebelles qui déstabilisent les frontières orientales du Congo depuis des décennies. Hors du continent, en France, le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de la présidentielle de 2007. Ce sera en 2025. Selon le procureur national financier, 2 magistrates financières ont signé aujourd'hui le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy et 12 autres personnes doivent comparaître pendant 4 mois pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Des accusations que l'ex-chef de l'État a niées en bloc. En Espagne, la police et les douanes ont annoncé la saisie de près de 9,5 tonnes de cocaïne en provenance d'Équateur. Saisie la plus importante dans l'histoire du pays. Selon un communiqué de la police et des douanes espagnoles, la saisie a été opérée mercredi dans le port d'Algérisas. La drogue était dissimulée dans un conteneur réfrigéré. Elle voyageait cachée dans des caisses de bananes. En Russie, pour terminer, le Kremlin dément avoir ordonné la mort de Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner. Le porte-parole du président russe a qualifié de mensonge absolu les accusations selon lesquelles le chef du groupe paramilitaire Wagner aurait été tué sur ordre du Kremlin. Dmitri Peskov, interrogé sur le sujet, a refusé de confirmer définitivement la mort de Prigojine, invoquant la nécessité d'attendre les résultats des tests. Hier, le président Poutine a présenté ses condoléances à la famille de Prigojine. C'était le tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Georges Détier. RFM Sport. On démarre avec le foot et une fois n'est pas coutume, la Saudi Pro League où évolue une colonie sénégalaise. Oui, c'est la suite Anna, de la 3e journée ce vendredi à 18h. Al Nassr de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané vont tenter de gagner leur premier match dans ce championnat. Ce sera face à Al Fatih à la même heure, 18h du jour. Al Shabab de Habib Diallo reçoit Damak. Hier, il faudra noter ce premier clean sheet réussi par Edouard Mendy avec son club Al Ahly qui a dominé finalement Al Hordout par 1-0. Mamadou Loumia est titulaire avec Al Riyad, battu 4-0 par Al Hilal qui a joué sans Khalidou Koulibaly blessé mais également sans Neymar. Al Riyad sans sa nouvelle recrue sénégalaise Bouli Junior Sambo a perdu aussi hier 4-0 face à Al Ittihad avec le premier but notamment de Karim Benzema. Vous l'avez certainement constaté, c'est une nouvelle découverte pour nous avec, disons, ces différents noms des clubs saoudiens. Et c'est justement l'arabophone de la maison, Seydou Nourouba, qui nous explique les noms de ces clubs saoudiens, justement. Al-Nasr, Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Fateh ou Al-Fatah ou encore Al-Fatah, Al-Shabab et tant d'autres équipes du championnat saoudien, les amoureux du ballon rond en ont entendu beaucoup parler depuis que des joueurs de renom ont rejoint l'Arabie Saoudite. Sadio Mané, Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté et tant d'autres, tous dans des clubs bien différents. Les noms de ces clubs commencent à être au bout des langues. Ils ont une signification et nous allons voir. D'abord, An-Nasr de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo. An-Nasr signifie le secours divin en référence à la sourate 110 du Saint-Coran. Idha ja'a Nasrullah, quand vient le secours d'Allah, si vous voulez y ajouter Wal-Fat avec toute sa victoire, Nasrullah, le secours divin. Al-Ittihad de Karim Benzema, à l'origine, Ittihad signifiait l'union arabe du verbe au fi'al ittahada. Al-Ahli de Riyad Mahrez, Al-Ahli, la famille, devenue aujourd'hui une locution arabe signifiant national. Al-Hilal de Khalidou Koulibaly qui signifie le croissant lunaire. Al-Shabab de Habib Diallo qui signifie
les jeunes. Vous avez aussi entendu Al-Fatah, mais la bonne prononciation voudrait qu'on dise Al-Fatah. Parmi les 99 noms d'Allah, qui signifie celui qui ouvre, celui qui détient les clés de toutes les portes, ou encore Al-Fatah, l'ouverture ou la victoire éclatante. Chapeau bas, c'est le Nourouba. On lui dit choukran. Oui, j'en ai même les émotions. Alors, Anna, nous allons parler maintenant du championnat d'Angleterre qui va entamer ce soir sa 3e journée avec la Premier League. Au programme à 19h, Chelsea et de Nicolas Jackson accueillit le promu Luton Town pour tenter de lancer sa saison. En Espagne, on suivra particulièrement la sortie du vice-champion, le Real Madrid, actuel leader de la Liga. Après 2 journées, les Merengues effectuent à 19h30 un déplacement chez le Celta Vigo. En Allemagne, à l'occasion de la 2e journée, toujours ce soir, Leipzig croise à 19h ou alors à 18h30 Stuttgart. En France, AS Monaco va tenter de consolider sa première place au classement à la Beaujoire face au FC Nantes. C'est l'entame de la 2e journée du championnat de France, la Ligue en française, à partir de 19h. Et puis, nous parlons... Autre chose, après le scandale, Cher, le président de la Fédération espagnole de football refuse de démissionner. Oui, justement, ça reste un fait divers. La pression était pourtant forte, Anna, au cœur d'une tempête médiatique depuis 5 jours qui lui a lui-même enclenché. Luis Rubiales a refusé de quitter finalement son poste de président de la Fédération espagnole de football. Et cela malgré les rumeurs de ces dernières heures présentes ce vendredi lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'instance. Il a tout de même présenté ses excuses après son baiser forcé sur les lèvres de Jennifer Hermosa, estimant que ce geste était pourtant consenti. Je le cite, « Je ne m'étais jamais comporté ainsi. L'émotion était grande, c'était un baiser spontané, mutuel, euphorique, consenti. C'est la clé, oui, c'était consenti. Le désir que je pouvais avoir en donnant ce baiser était le même que celui que je pouvais avoir en embrassant ma fille. Il n'y avait pas de domination ici. Je ne vais pas démissionner, répète-t-il à 2 reprises. C'est la victoire qui est belle, en tout cas. Justement, Anna. Merci beaucoup, cher. Nous allons terminer avec le foot chez nous, le football local, avec la finale de la Coupe du Sénégal senior prévue pour dimanche prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. En prélude à cette finale, les 2 clubs ont été reçus ce matin par le Premier ministre, par ailleurs ministre des Sports Amadou Ba. Nous y reviendrons certainement avec Soda Diam pour revenir, disons, sur la présence du chef de l'État Macky Sall lors de cette finale. Rien n'est encore sûr, selon des informations qui nous parviennent de là-bas, avec notamment Soda Diam, qui suit donc cette conférence de presse. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Prochain journal des sports à suivre dans l'édition d'information de 13h. Merci beaucoup, cher Tidiane. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans moins de 5 minutes, on parlera des effondrements fréquents de bâtiments ou d'édifices au Sénégal avec Amadou Kanar Diop, expert en réduction de risques et gestion de catastrophes. Également Aliou Gori Diouf, docteur en géographie et spécialiste en changement climatique. Electronic Corp et ses climatiseurs Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Dossier Ousmane Sonko, l'État du Sénégal, partie civile. Après la prison, l'État pourrait frapper au portefeuille du leader de ex-Pastef. Il a fini d'engager ses avocats en vue de défendre ses intérêts civils et hier, Maître Ladjouf et compagnie, constitués pour le compte de cet État, ont donné une idée de ce que sera la procédure. Vox Populi note que l'État prend pour responsable Ousmane et ses hommes des dégradations, des pertes et préjudices subis durant les différentes manifestations. Déterminé à lui faire payer la note, l'agent judiciaire de l'État n'a fait part par lettre au juge d'instruction chargé du dossier de l'ancien inspecteur des impôts et domaines. Pour le journal LAS, pas de doute, l'État réclame des comptes à Sonko. Lourde charge des avocats de l'État contre Ousmane Sonko, pointe Walfadri. Selon Réumi Quotidien, c'est le portefeuille de Sonko qui est visé. Il n'est pas seul dans le coup. Maître Branco est aussi dans le viseur. Les robes noires constituées pour le compte de l'État en ont dit un mot aussi sur la liberté provisoire réclamée en faveur d'Ousmane Sonko. Sur ce point,
point, constate le journal Les Échos. L'État reste inflexible. Pas question de libérer le célèbre prisonnier de Sébikotane. Demander à un procureur de mettre en liberté provisoire malgré la saisine du juge d'instruction est proprement puéril, relève-t-il. Titre du journal Liberté provisoire en faveur de Sonko. L'État s'y oppose par le biais de ses avocats. Dans le journal Libé, la traque des individus soupçonnés d'avoir aidé Branco à entrer illégalement au Sénégal, et cela se poursuit cette traque. Le lutteur Usine Dolé et un contrôleur des impôts arrêtés. Ils ont été même déférés au parquet au même titre que Ndiogulo, un proche du maire de Sangalkam. Placé sous mandat de dépôt, Djamil Sané, le maire des Parcelles Assainies, extrait de prison entendu par la section de recherche de la gendarmerie, puis déféré encore. Dans l'Obs, l'affaire du trafic de faux billets de banque impliquant 2 éléments du GIGN. L'Obs qui a levé le lièvre cette semaine revient avec d'autres informations. Le journal pointe la provenance des 2 milliards en toc, la clé de répartition et les dénégations et autres éléments à charge. Buzzfeed Le Jour, qui s'intéresse ce matin au dossier, relève l'implication de ses membres du corps d'élite de la gendarmerie et cela gêne au plus haut point. Le haut commandant promet de laver l'honneur de ce corps d'élite. Les assises des médias pour nettoyer les écuries d'Oyos. Depuis hier, les professionnels du secteur planchent sur les voies et moyens de redonner un second souffle à un secteur désorganisé où il ne fait pas bon vivre. Le journal Vox Populi soutient que les médias font leur catharsis et prospective. Les diagnostics posés par les reporters, patrons et autres organisations fêtières. Dans le journal Tribune, Maktar Silla, l'ancien DG de la RTS, grand spécialiste des médias, soutient que les médias justement doivent être le catalyseur de l'émergence. L'Obs pointe en tout cas les plaidoiries des professionnels et les vérités du ministère de tutelle qui promet de soutenir les conclusions attendues. À la une du journal L'Observateur, la fouille des décombres après l'effondrement d'un immeuble à la cité Cyprès de Rufisque. Retour sur les lieux du drame, les modifications des bâtiments entre le sommet des résidents, le respect des normes de la construction du bâtiment et bien les défaillances techniques mises en nu. Le confrère vous explique tout à sa page 8. Sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien. Saudi Pro League, 100 victoires après 2 journées. Sadio Mané en quête d'un premier succès. Le journal note que Sadio et Al Nassr pour le sursaut à Al Fatah. En tout cas, Al Nassr donc tentera de rebondir face à Al Fatah ce vendredi au Prince Abdullah bin Jalawi Stadium Al-Haz. La performance de Mané sera sans doute épiée, lui qui n'a pour le moment marqué qu'un petit but en 3 rencontres. Bon Electronic Corp et ses climatiseurs Enduro, l'endurance de la qualité, vous ont offert votre revue de presse. Il est midi 38 minutes. On y est. Point de vue. Nous sommes en ligne avec Amadou Kanar Diop, expert en réduction des risques et gestion de catastrophes. Bonjour, Monsieur Diop. Bonjour. Nous sommes également avec Aliou Gori Diouf, docteur en géographie et spécialiste en changement climatique. Merci d'être avec nous, Monsieur Diouf. Bonjour, Madame Anna Rocha. Amadou Kanar Diop, pourquoi, si on posait un diagnostic préalable, pourquoi est-ce que les effondrements de dalles, de balcons, de bâtiments en général sont assez fréquents chez nous? Ouais, merci. Il y a plusieurs raisons. Pour les nouveaux bâtiments, les bâtiments en construction, souvent, ils ne sont pas surveillés par des techniciens qualifiés, c'est-à-dire des ingénieurs de génie civil, des architectes et consorts. Donc, il y a des tâcherons, des ouvriers non qualifiés qui s'occupent de certains bâtiments, mais le risque est réel parce qu'ils ne prennent pas les mesures de sécurité adéquates. Le matériel aussi souvent fait défaut. Ce n'est pas un matériel de qualité qu'on utilise. On utilise toujours le moins cher, le matériel le moins cher et non le matériel adapté. Pour les bâtiments maintenant déjà construits, c'est souvent durant la transformation et surtout aussi les charges du bâtiment. Par exemple, une fondation de R+1, vous voulez, avec la location qui est extrêmement importante, remettre plusieurs niveaux, mais le risque d'effondrement est réel. Quand vous parlez de qualité de matériaux, c'est comme par exemple les matériaux de construction comme le fer? Effectivement, comme le fer. Le fer qui est sur place, très souvent, n'est pas de qualité. Et on n'a pas encore un service adéquat pour éprouver ce fer. Et au niveau des quincailleries, il devait y avoir au moins un hologramme ou quelque chose pour dire que ce fer-là, réellement, c'est du fer de
de qualité ou du fer de 14 ou du fer de 6 de qualité. Mais ça n'existe pas. Vous allez chez le quincaillerie, vous achetez le fer, mais vous n'êtes pas sûr que c'est le fer de qualité, le fer approuvé qui est vendu. Donc si le fer qui constitue des éléments porteurs n'est pas de qualité, il ne peut pas porter le bâtiment, il va s'effondrer. Et comment justement s'assurer pour un propriétaire que les matériaux utilisés par les ouvriers sont vraiment de bonne qualité? Là, il faut que le ministère du Commerce s'y mette d'abord pour vraiment mettre des hologrammes pour pouvoir différencier le fer. Et aussi au niveau de l'importation de ces matériaux aussi, il faut que le personnel du ministère du Commerce puisse garantir le fer qui rentre au Sénégal. Si ça ne se fait pas, le consommateur, ça veut dire que l'utilisateur peut ne pas connaître réellement si ce fer est de qualité ou pas. Aliou Gorgui Diouf, vous êtes docteur en géographie, spécialiste en changement climatique. Est-ce que, par exemple, avec le nouveau drame qu'on a vu à la cité Cyprès au niveau de Rufisque-Ouest, est-ce que le climat, la saison des pluies a joué selon vous? Bon, pour le cas spécifique de ce bâtiment, on ne pourrait pas véritablement mettre en cause le changement climatique. Bien qu'au-delà de ce cas, nous savons qu'il y a un lien quand même entre le climat, le changement climatique et justement ces effondrements d'immeubles, donc de bâtiments. Puisque, comme nous le savons, le changement climatique, les spécialistes ont prédit qu'il va se traduire de plus en plus par ce qu'on appelle les extrêmes, donc les pluies extrêmes. Par exemple... Est-ce qu'il faut justement s'adapter dans notre manière de construire, surtout par rapport à certaines zones inondables? Justement, c'est extrêmement important, non seulement par rapport aux zones inondables, mais même par rapport aux zones qui ne sont pas inondables, qui sont donc constructibles. Il faudrait nécessairement intégrer l'adaptation. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous allons de plus en plus faire face à des pluies extrêmes. L'exemple que je voulais donner, hier, par exemple, on a enregistré 10 heures de pluie dans le département de Nioro. C'est des phénomènes qui ne se rencontraient pas avant. Donc, il faut nécessairement que dans les normes de construction, qu'on intègre ces risques climatiques, ces événements extrêmes climatiques, au risque de ne pas de continuer à rencontrer ces genres de dommages qui vont affecter des bâtiments même situés dans des zones non édificantes. Dans des zones édificantes plutôt, excusez-moi. On avait pourtant, en tout cas le président Macky Sall avait annoncé en 2022 un plan national de mise aux normes des bâtiments et édifices, puisque selon un rapport qui date de 2021, on est à plus de 1000 bâtiments et édifices menaçant ruine au Sénégal. Est-ce que vous avez des informations sur ce plan national de mise aux normes? Personnellement, je n'ai pas d'informations sur ce plan donc de mise en norme. Nous attendons que ce soit donc élaboré et puis rendu public. Mais l'élaboration de plans est une excellente chose. Mais au Sénégal, je pense que le plus grand défi que nous avons, c'est l'application rigoureuse de ces plans-là. Donc, quel que soit ce qui va être sorti, vraiment, là où nous sommes attendus, là où nous avons toujours péché, c'est au niveau de l'application rigoureuse donc de ces plans, de ces instruments. Donc, en tout cas, je l'appelle de tous mes voeux, mais il faudrait prévoir un mécanisme d'application donc de ce plan-là pour au moins respecter non seulement les normes liées à l'architecture, mais également respecter, disons, prendre en compte les risques climatiques qui vont de plus en plus donc devenir intenses et plus fréquents. Mais quand un bâtiment il menace ruine, que ce soit par exemple une maison d'un propriétaire privé, qui doit prendre en charge les frais de démolition de cette maison-là? Bon, là-dessus, peut-être je laisserai M. Diop se prononcer, mais normalement, il doit y avoir une assurance, puisque dans ces genres de construction, en principe, l'édifice doit être assuré et que aussi qu'on respecte
les normes, les procédures de construction en matière d'architecture. À partir de ce moment-là, l'assurance peut prendre cela en charge. Mais si on ne respecte pas ces procédures, évidemment, c'est le constructeur, le propriétaire qui va prendre ça en charge. Merci beaucoup Aliou Gori Diouf, docteur en géographie, spécialiste en changement climatique. Amadou Kanar Diop, il nous a malheureusement quitté. La liaison a été interrompue. On essaye de l'avoir dans 30 secondes pour terminer cette discussion avec lui. La liaison a été interrompue. Juste une dernière question pour vous que je viens de poser d'ailleurs à Monsieur Diouf. En cas de, puisqu'on veut démolir certains bâtiments et édifices qui menacent ruine, si cela doit se faire, qui doit prendre en charge de tels frais? En fait, effectivement, si on doit détruire les bâtiments qui menacent ruine, déjà le maire avec le préfet sort un arrêté, demande au propriétaire de le démolir. Si maintenant le propriétaire n'a pas les moyens ou ne veut pas le démolir, mais le préfet fait une réquisition, trouve une entreprise qui démolit et les charges seront à la disposition du propriétaire. Si maintenant le propriétaire ne peut pas payer avec ses charges, on mobilise le terrain, le titre foncier, jusqu'à ce qu'il paye au propriétaire. Est-ce qu'il y a des garde-fous qui peuvent contraindre certains habitants de certains logements menaçant ruine de quitter ces habitations-là? Ah oui, il y a l'arrêté d'évacuation. Avant qu'on démolisse, il y a un arrêté d'évacuation qui demande d'évacuer. S'ils n'évacuent pas, la police vient avec machin, on les évacue et on ferme et on demande au propriétaire de démolir. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Amadou Kanar Diop, expert en réduction de risques et gestion de catastrophes. Merci encore à Aliou Gori Diouf, docteur en géographie et spécialiste en changement climatique. Il est 12h48, c'est la fin de cette grande édition de l'information. Merci beaucoup à Momodou Lamine Sow, à la partie technique digitale Yacine Pouy, réalisation Elage Ndiogoudjen, chef d'édition Awambaye. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute dans 10 minutes.